Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue à vous, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de La Vérif. On en est déjà au 6e épisode et ça continue et ça c'est vachement bien. Donc aujourd'hui on va parler en fait du Night of the Creeps de Fred Dekker. Alors pourquoi on en parle ? Parce que La Vérif est liée bien entendu à ce qu'on peut récupérer à 7e dimension en termes de nouveautés, de nouvelles éditions. Et j'avais mis une veille en fait sur cette édition qui est sortie fin d'année dernière, donc édition réalisée par Sony Pictures en association avec Elephant Films. Donc j'avais mis une veille et suite au Covid et au retour des expéditions Amazon, et ben c'était à moitié prix. Donc ça s'est imposé comme ça dans la programmation. Donc ce Night of the Creeps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on l'a découvert à peu près de la même manière qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on l'a déjà vu sur des étalages dans le vidéoclub et on a attendu d'avoir écrémé toutes les pépites du genre, tous les meilleurs films, tous les must-see de l'époque avant de le regarder. Et ce qu'il faut savoir, ce qui rajoute au charme de ce film, donc l'époque du milieu des années 80, début 90, donc voilà, la jaquette, donc la cover, le poster, il fait déjà tout le travail pour le film. Et c'est vrai que ce Night of the Creeps ou Extra Sensu en version française, ou ça dépend les éditions, La Nuit des Sangsues, avait une super jaquette, donc très, on va dire, prometteuse, et c'était édité aussi par CBS Fox. Et CBS Fox, c'était l'éditeur de VHS en France qui avait les plus belles jaquettes. C'est quand même eux qui nous ont posé en fait un crâne avec des yeux qui vous regardent pour le Evil Dead 2 de Sam Raimi. Donc autant vous dire que Peterson, quand il m'a parlé de ce film-là et qu'il m'a montré la jaquette, il m'a dit « Hey gamin, regarde, c'est du CBS Fox » et effectivement, eh ben, ça méritait de lâcher 5 balles, parce que c'était ça à peu près, entre 5 et 10 balles pour la location, et se faire ça pour un vendredi soir ou un samedi soir. Donc on avait récupéré du coup ce film-là en VHS. Petite parenthèse aussi, c'est que on n'était pas très très gentil quand même à l'époque. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait en fait au niveau des VHS à cette époque-là, c'est qu'on était armé en fait. Imaginez un petit peu un système de réseau d'ordinateurs. On était armé d'un système, on va dire en spare de magnétoscope, et dès qu'on louait un film, on le dupliquait du coup en 2 ou 3 exemplaires, et on s'était photocopié aussi la jaquette avec l'accord du patron du vidéoclub. Donc on était dans la consommation et la duplication, pas dans la revente, parce que revendre aurait été illégal, chers amis. Donc petite parenthèse refermée sur ces activités qu'on avait au milieu des années 90, et parlons un peu plus de ce film-là. Alors déjà, Night of the Creeps, alias Extra Sensu, alias La Nuit des Sangsues, je vous promets, je vous referai pas les 3 titres à chaque fois, c'est un film réalisé par Fred Dekker, donc écrit et réalisé, et c'est surtout un premier film aussi, c'est ça qui est intéressant avec cette Nuit des Sangsues. Donc Fred Dekker, c'est qui ? Alors déjà, Fred Dekker, c'est le poteau, c'est le brother-in-law de Shane Black.
Alors, Shane Black, c'est un auteur très apprécié à 7ème dimension et bien entendu dans tous les canards qui vont bien dans la presse française actuelle et dans tous les podcasts. Voilà, Shane Black, c'est pas un inconnu, donc on le rappelle, scénariste émérite et très jeune scénariste d'ailleurs de L'Arme Fatale, de The Long Kiss Goodnight, c'est pas dans le bon ordre mais on s'en fiche, du dernier Samaritain, de Last Action Hero, Script Doctor aussi sur Predator, 10e rôle dans le Predator également de John McTiernan, et c'est un scénariste qui passe à la réal avec Kiss Kiss Bank Bank, qui fait le 3e Iron Man, qui fait The Nice Guys et qui dernièrement du coup a écrit et réalisé le dernier opus de la saga Predator. On y reviendra cet été dans un épisode long dédié à la saga Predator. Donc Fred Dekker, c'est le poteau de Shane Black. Ils ont été amenés à co-signer ensemble des scénarios que l'un ou l'autre ont réalisé chacun de leur côté. Voilà. Donc, comme on va dire c'est un cercle d'amis, alors voilà, l'histoire classique aux États-Unis dans cette époque-là, c'est que souvent ça fonctionne entre guillemets en bande, en crew, c'est-à-dire qu'ils sont issus des mêmes universités. Et c'est vrai que ils ont usé les bancs de l'université, notamment université dédiée aux arts dramatiques, aux arts cinématographiques. Donc ils ont usé les bancs ensemble et du coup ils ont écrit pas mal de choses. Et Fred Dekker, c'est le premier de la bande à passer à la réal. Donc on est en 1986 avec ce script intitulé Night of the Crips. Voilà, ça c'est pour présenter un petit peu l'auteur. Alors Fred Dekker, on en a parlé dans le numéro 7 de 7ème dimension. Déjà voilà, je vous invite à aller faire un tour sur notre fabuleux site internet www.7emedimension.fr, un 7 à la place du T, et je ne peux que vous encourager, si vous on va dire aimez les objets physiques, à acheter ce somptueux numéro 7. Oui, je vais pas vous dire de ne pas l'acheter. Oui, donc achetez-le, on y traite de Fred Dekker. Donc moi je vais revenir un petit peu sur ce réalisateur-là. Il a 3 films à son compteur. C'est pas énorme au final, hein. Donc voilà, c'est pas un réalisateur prolifique, c'est un réalisateur où la carrière elle a fait ch'pouf. Voilà, c'est-à-dire au revoir Fred. Donc il a fait ce Night of the Crips en 1986, qui a eu, on va dire, un succès d'estime, qui a tourné un petit peu dans les festivals. On pouvait la voir dans la programmation du festival d'Avoriaz 1987, voilà, c'est pas rien quand même. Et c'est en cette même année 87 qu'il va faire son film le plus connu. Bon, en même temps, il en a fait que 3, hein, donc c'est pas compliqué, hein. Qui est The Monster Squad. Et The Monster Squad, c'est quoi ? C'est les monstres classiques de la Universal mixés avec les Goonies. Voilà. On va dire que c'est un certain charme lié en fait aux fabuleuses années 80. Donc vous y trouverez pas mal d'inspiration, on va dire, liées à Stranger Things sur Netflix. Donc Monster Squad, voilà, les Goonies mixés avec les monstres de la Universal. Voilà, c'est pas un film d'horreur à proprement parler et c'est pas un film pour enfants à proprement parler. Voilà, c'est vraiment un mariage. Donc voilà, une espèce de mutation entre ces deux catégories de films, mais qui vaut quand même le coup d'œil et qu'on peut regarder avec une certaine nostalgie. Donc ça, c'est pour son film le plus connu. Et on atterrit directement en 1993 avec Robocop 3, qui est le pire film de la saga Robocop, qui a connu un développement et un tournage chaotique, une production chaotique. Il est resté sur les étagères pendant quelques années avant de sortir, et ça a un peu scellé la carrière de Fred Dekker. Donc c'est celui qui a démarré le plus rapidement dans la bande, et c'est celui qui s'est arrêté le plus rapidement également, d'accord ? J'ai oublié de dire aussi que quand même Monster Squad, c'est un scénario écrit à 4 mains, c'est-à-dire que Shane Black a aussi participé à ce scénario-là. Donc maintenant on va se concentrer sur le Night of the Crips, sur cette nuit des sangsues plus particulièrement. Alors déjà, ça raconte quoi ? Alors on est déjà sur le concept d'un teen movie. Voilà, donc on est en 86, ça ressemble, on va dire, et pas de manière fortuite, à un film qui est Fright Night, c'est-à-dire Vampire, vous avez dit Vampire, c'est-à-dire un mélange entre teenage movie et film d'horreur. Voilà, c'était, on va dire, les mariages qui étaient opérés à l'époque. Donc on a eu toute une vague de films qui prenaient des personnages, on va dire, soit dans l'adolescence ou soit au sortir de l'adolescence, qu'on mixait avec des thèmes classiques du cinéma horrifique. Donc ça a pu donner Vampire, vous avez dit Vampire, voilà, donc avec, on va dire, le mythe du
vampire. Vous avez aussi Return of the Living Dead, le retour des morts vivants aussi de Dan O'Bannon, voilà, où on va utiliser la figure du zombie. Donc on a quand même pas mal de films à cette époque-là qui vont marier le genre. Même John Hughes en 85 ici essaie du coup avec Weird Science, une créature de rêve, où on mélange un petit peu on va dire SF et teen movie. Donc autant vous dire que Peterson et moi-même on a été gavés, on a été sevrés en fait de ce type de film là. Donc La Nuit des Sangsues, c'est avant tout un script à la con, parce que ça faut quand même le dire d'emblée, hein. Donc on y comprend quoi dès le départ. Donc déjà ça commence dans un vaisseau spatial. Bon ça on s'y attend pas forcément quand on regarde l'affiche. Donc ça commence dans un vaisseau spatial avec des aliens caoutchouteux qui essayent de se débarrasser d'une expérience fortuite. Voilà. Et cette expérience fortuite, elle arrive sur la Terre sous la forme de quoi ? De sangsues qui vont posséder les corps des gens et en faire des zombies. Voilà. C'est quand même assez tordu comme script. Et donc ces sangsues débarquent dans les années 50. Je vous expliquerai pourquoi, quel est le lien avec les années 50. Donc débarquent dans les années 50 où sévit dans une petite ville en fait américaine un tueur fou échappé de l'asile avec une hache. Voilà. Une des sangsues va posséder une des victimes de ce tueur et on se retrouve propulsé du coup dans les années 80 où du coup cet étudiant des années 50 est conservé cryogéniquement en fait dans la cave de l'université où deux jeunes vont tomber nez à nez en fait avec du coup son caisson cryogénique. Voilà à peu près l'idée, le lien. Donc des extraterrestres qui balancent des sangsues dans les années 50, une sangsue rentre dans la bouche d'une des victimes d'un tueur fou qui n'a rien à voir en fait avec l'histoire. Il est cryogénisé dans l'université parce que tout le monde le sait, toutes les bonnes universités, voilà, théorie du complot, ont toujours forcément une expérience de laboratoire cryogénique dans son sous-sol. Voilà. Et ce sont deux étudiants nigauds qui tombent dessus. Et bien entendu, comme tout étudiant nigo de ce type de film à l'époque, ils se disent que c'est trop cool et que ça serait bien d'ouvrir le caisson cryogénique. Donc c'est ce qu'ils font assez rapidement. Et bien entendu, c'est le démarrage d'une invasion de zombies possédés par des sangsues. Voilà à peu près l'idée. Donc La Nuit des Sangsues, c'est deux personnages principaux. Donc c'est-à-dire le personnage de Chris Cameron et de son pote JC. Voilà. Donc incarné de manière assez Z par Jason Lively. Alors Jason Lively, c'est le Chris Cameron en titre, acteur qui a pas eu une grande carrière et acteur moche. Voilà. C'est vrai que à cette époque, c'est censé être le beau gosse de l'histoire, en fait, le nerd qui tombe amoureux. Il est quand même pas très beau cet acteur et il joue très très mal. Associé à ça, vous avez son meilleur ami qui est hyper bavard, voilà, donc une espèce de Jay Silent Bob des années 80, donc voilà, qui avance avec des béquilles. On saura jamais trop s'il est handicapé ou s'il s'est fait mal une semaine avant. C'est pas dit, on comprend pas forcément, mais bon, c'est deux potes. On voit bien un peu la source d'inspiration de Fred Decker. Je pense que voilà, on peut le dire qu'il s'est inspiré un petit peu de sa relation avec Shane Black et que le personnage de Jason Lively, c'est Fred Decker et que JC sur des béquilles, c'est Shane Black, voilà, le mec qui parle tout le temps. Donc voilà pour les deux protagonistes. Et bien comme dans tout bon teen movie adolescente, et bien le personnage principal en pince littéralement pour on va dire la reine du bal, on va dire la fille qui sort du lot, et cette fille-là est incarnée par Jill Whitlow, qui n'aura pas non plus une grande carrière derrière. On l'a déjà vu en fait dans Porky's, donc comédie teenager réputée du coup pour le côté topless de la chose, donc ça je vous le conseillerais. Et j'ai envie de vous dire aussi que c'est paradin dans La Nuit des Sangsues, donc c'est-à-dire vous avez quand même pas mal de plans assez gratuits où l'actrice se change dans sa chambre et
et ça rajoute un petit peu du charme à cette petite bande issue des années 80. Donc le côté topless est respecté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend place en fait dans le milieu étudiant universitaire américain, avec tout ce qui vient, on va dire, en termes de sororité et du coup de alpha, bêta, gamma, zeta et de fraternité. Donc bien entendu, la thématique au niveau du teenage movie est respectée. On a un personnage qui veut tirer son coup et qui en même temps trouve l'amour. Voilà, donc il faut amener un petit peu de romance là-dedans. Donc on a les préoccupations classiques d'un teenage movie. Par-dessus vient se greffer en fait une enquête policière assuré par le personnage incarné à l'écran par Tom Atkins, cette bonne vieille trogne de Tom Atkins. Alors Tom Atkins, c'est un habitué du genre, on pourrait dire un routard du genre, qu'on a déjà vu chez Carpenter dans New York 97, qu'on a vu aussi dans Maniac Cop et qu'on a vu aussi également dans Halloween 3, donc produit par Carpenter, mais pas réalisé par Carpenter, mais par Tommy Lee Wallace, pote de Carpenter. Donc Tom Atkins, c'est une trogne qu'on aime bien voir dans le genre, et il amène aussi un savoir-faire de vieux routard du genre. Et j'ai envie de vous dire que lui, ses dialogues sont pas piqués des hannetons. Voilà. Donc il a une phrase qui donne en VF, à chaque fois qu'il voit quelqu'un ou qu'on lui parle, c'est « épate-moi ». Donc ce qui donne en VO, thrill me. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, il dénote en fait sérieusement avec le reste du film. Il a fallu que je regarde le super making of qui est sur ce Blu-ray pour comprendre un petit peu ce décalage qu'il y a entre cette enquête policière qu'on a l'impression qu'il est rajoutée au forceps dans le film et cette histoire de teenage movie. Et ben Fred Decker dans ce documentaire, voilà, c'est bien aussi, c'est ça qui est intéressant quand on récupère de nouvelles éditions avec des bonus, c'est qu'on y apprend, c'est que Fred Decker il a mixé 2 scénars l'un dans l'autre. Et du coup, on comprend mieux en fait ce côté un petit peu anachronique du personnage incarné par Tom Atkins. Donc oui, voilà, il a mixé 2 histoires. Le teenage movie, voilà, qui était une histoire à part entière, et cette bribe d'histoire de flics qui essayent de résoudre un meurtre. Et après, il y a injecté par-dessus cette histoire de sangsues venue de l'espace. Alors des sangsues venus de l'espace, ça fait aussi, à cette époque-là, j'ai oublié d'en parler, il y avait aussi le Critters de Stephen Herek qui débarquait aussi. Alors c'était pas des sangsues, mais des petites boules, on va dire affamées, qui envahissaient une ferme, du coup, dans le fin fond des États-Unis. Donc, du coup, ce personnage incarné par Tom Atkins, il amène le quota de burn qui est absent au niveau du personnage principal. Vous l'avez bien compris, Jason Lively, c'est un peu le Nigo de l'histoire, donc voilà, on suit un peu ses pérégrinations au fur et à mesure du film, mais c'est vraiment le personnage de Tom Atkins qui va amener de l'énergie dans ce film-là et pas mal de répliques assez rigolotes. Alors, ces répliques-là, épate-moi et ainsi de suite, je vais même en citer une qui est quand même assez sympa, où vous avez le personnage de Tom Atkins qui débarque dans la sororité, et ce qu'il faut savoir à l'extérieur, c'est qu'on a pas mal de zombies qui sont en train d'avancer, donc il débarque dans la sororité et il s'adresse aux filles et il leur dit: j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vos petits amis sont arrivés, la mauvaise, c'est qu'ils sont morts. Donc ouais, il y a une recherche en fait du coup de la punchline, et c'est là où ça fonctionne pas forcément, c'est que c'est en mode regardez les gars, je fais du culte. Donc voilà, il y a un petit côté un peu forcé. Voilà, le personnage arrive presque, voilà, c'est un personnage de western, le personnage de Tom Atkins. Donc voilà, faut pas être trop exigeant là-dessus et prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une honnête et sympathique série B. Ça va pas aller taper plus haut. On n'est pas dans le film culte. Voilà, donc c'est vraiment on va dire un bon représentant du genre de l'époque, mais c'est pas non plus un fleuron du genre, voilà.
Donc on a ce personnage de Tom Atkins qui est assez rigolo du coup à suivre, et comme je disais qui amène le quota de Burn un petit peu qui pourrait être absent de ce film là. Au niveau de ce côté zombie, ben oui, le fait d'appeler ça Night of the Creeps, c'est pour faire référence du coup au Night of the Living Dead de George Romero. Et d'ailleurs Fred Decker injecte de la référence en fait à tour de bras, c'est-à-dire que tous les personnages apparaissant dans le film ont des noms de famille qui font référence en fait du coup à des grands noms de la réalisation horrifique. On a du Cronenberg, on a du Cameron, on a du Carpenter, on a du Romero. Le personnage s'appelle Romero quand même, hein, Chris Romero. Donc voilà, c'est farci de références. Et c'est un petit peu aussi là où ça blesse, c'est-à-dire que à le revoir encore aujourd'hui, c'était l'impression que j'avais eue à l'époque, c'est que ça a quand même du mal à exister en tant que film. On a un pied dans le fan film, et forcément ça se ressent. Je pense que voilà, c'est un premier film aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un premier film, ça a quand même de la gueule pour un premier film. On sent pas en termes techniques, il y a pas de loupé, je veux dire tout est là, il y a de l'énergie, il y a un petit peu de budget, donc j'ai envie de vous dire pour un premier film, ouais, c'est quand même super bien emballé. Mais ce côté ultra référentiel, je suis content de faire mon premier film, se ressent aussi à l'écran. Au niveau des effets spéciaux, donc bon, bah, effets spéciaux à même le plateau de l'époque, c'est pas toujours très heureux. Donc bon, les aliens caoutchouteux d'entrée de jeu posent un côté, on va dire série Z, voilà. Si on est dans un postulat de série B, là, le côté alien caoutchouteux, c'est assez rigolo, ils sont sous-titrés et c'est plein de fuck quand ils discutent, donc ça c'est rigolo, mais ça amène du Z d'entrée de jeu, voilà. Et j'ai envie de le rapprocher de Critters, parce que Critters commence à peu près de la même manière aussi. Est-ce que, on va dire, même si c'est pas à une année près, est-ce que l'un a vu l'autre ou ainsi de suite? Bon, on n'en sait pas plus que ça, mais il y a quand même de grosses similitudes avec ce film-là. Donc on va revenir sur les effets visuels, donc des effets spéciaux de maquillage qui fonctionnent plutôt bien. Bien entendu, j'ai envie de vous dire, c'est complètement débile. Voilà. Donc on en revient même à se poser la question, quel est l'intérêt pour les sangsues de transformer les hôtes en zombies? On y apprend qu'elles se nourrissent du cerveau, mais quel est le lien sur le fait que ça les fait marcher après? Je pense qu'aucun. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Je pense que même Fred Decker n'a pas réfléchi plus loin. Voilà. Quand on regarde le making of du Blu-ray, on voit que voilà, il a envie de tout mettre à l'intérieur. Voilà. C'est un film somme. On va dire que c'est son Matrix à lui. Voilà, toute proportion gardée. Donc voilà, il y a mis tout ce qu'il avait envie d'injecter à l'intérieur. Et ça donne parfois des passages assez savoureux. Les animaux sont pas épargnés. On a beaucoup de chats et de chiens possédés par les sangsues. On a quand même aussi pas mal de moments de la honte. Notamment au niveau du sidekick, c'est-à-dire du personnage de JC, du poteau du personnage principal, qui a la mort la plus con du cinéma horrifique de l'époque. Le mec meurt en allant aux chiottes. Voilà, donc ça fallait quand même le dire. Désolé pour vous avoir spoilé, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu de ce personnage-là. Donc voilà. Donc il a la mort la plus con, donc c'est-à-dire dans les chiottes. Il a son moment de gloire où, attention, sortez les mouchoirs, on a presque envie de pleurer, où il tue une limace à l'aide du coup d'une allumette. Voilà, oui, c'est ce qui se passe à l'écran, à l'aide d'une allumette. Faut se lever de bonheur quand même, hein, pour allumer sa petite allumette, la positionner quand on est assis, le cul posé sur les chiottes au moment où la limace passe. Mais bon, ça se passe à l'écran. Donc il a la mort la plus con, mais pas immédiate, parce qu'il trouvera quand même le temps d'enregistrer une cassette audio à destination de son ami avant d'aller mourir seul dans la cave, près de la chaudière. Voilà. C'est quand même assez spécifique, voilà. Et son ami remontera du coup dans sa chambre, parce qu'il partage sa chambre étudiante avec lui, et il tombera sur, c'est assez drôle quand même, grosse ficelle scénaristique, sur un gros papier avec marqué écoute-moi vers le magnétophone. Et donc il écoute son ami lui raconter qu'il va mourir. Donc voilà, c'est un moment de solitude en tant que spectateur, voilà, qui va mourir, et il lui donne un petit peu les trucs et astuces pour tuer, voilà,
les sangsues, parce que, comme il le dit, je vais mourir, mais elles ont quand même peur de la chaleur, mais voilà, je vais mourir, et je t'aime. Voilà, et il finit avec un je t'aime. Il y avait déjà quand même un côté bromance pas assumé entre les deux personnages. Et ben là, du coup, voilà, c'est un petit peu ambivalent quand même ce truc-là. Donc il y a une espèce de triangle amoureux involontaire. Donc autant vous dire que à cette époque-là, voilà, quand on loue la VHS, c'est pas ce que le commun des mortels attend. Donc voilà, ça rajoute un petit peu un côté décalé à cette chose-là. Donc personnage de JC qui aime d'amour du coup son meilleur ami et qui a la mort la plus conne du cinéma horrifique de l'époque. Voilà, j'ai envie de le mettre au panthéon de ces morts-là, aux côtés de Ed Harris, du coup dans Creepshow, voilà, avec son ouais, où il se prend une pierre tombale sur la tronche. Donc Night of the Creeps, on l'a dit, c'est aussi un personnage féminin, bon, qui existe pas forcément au-delà, on va dire, de son cliché. C'est-à-dire que elle est présentée comme voilà, comme la fille la moins conne du groupe, voilà, de sa fraternité, mais elle est quand même comme dans tout bon teenage movie, elle a quand même un petit ami au départ qui est quand même le plus naze possible. C'est-à-dire que le mec est voilà, il sans pitié, raciste, tout ce que vous voulez, beau gosse, issu de bonne famille, il a du fric, voilà, il est puant, et elle est en mode oh mais arrête d'être aussi méchant, voilà. Donc c'est quand même assez je veux dire, c'est quand même assez couillon en termes de dialogue, et je me base pas sur la VF, parce que oui, bien entendu, même si c'est remasterisé en Blu-ray, c'est pas un film qu'on regarde en VO, quoi. Voilà, ça se regarde avec une VF française d'époque, voilà. Et j'ai envie de vous dire, j'ai switché de temps en temps sur la VO pour vérifier certains dialogues, ça reste du même niveau du coup en VO. Donc personnage féminin un peu couillon, mais je tiens à le repréciser, mais qui amène son quota de seins nus, et ça c'est toujours assez cool dans une bande horrifique comme celle-ci. Et elle aura son heure de gloire où, bon gré mal gré, elle ira zigouiller du petit ami zombie à coups de lance-flamme. Alors on s'emballe pas, on n'est pas non plus dans Alien 2. Voilà, donc et d'ailleurs c'est un film qui est tourné La Nuit des Sangsues en 86, et il y fait référence à James Cameron, et dans Alien 2 on a quand même une Ripley qui se bat à coups de lance-flamme. Est-ce que pareil, est-ce qu'il l'a vu en parallèle? On n'en sait rien non plus. Voilà, il y a plein de petites connivences comme celle-ci. Et j'ai envie de vous dire, parce que je pense que j'en ai beaucoup dit déjà sur un film comme La Nuit des Sangsues. Voilà, déjà, je suis en train de regarder le rec au fur et à mesure. On est déjà pas loin de 25 minutes sur un film comme ça, c'est déjà un record. Ça a une fin ouverte, La Nuit des Sangsues, quand même. Voilà, donc parce qu'on n'en a pas terminé avec les Sangsues, c'est un peu le même genre de fin que le Retour des morts vivants, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on s'en débarrasse pas forcément, et ça donne lieu à une jolie incrustation de vaisseau spatial, parce que il y a des effets visuels quand même qui sont assez cool et qui traversent bien les époques, hein, quand même, hein. On va dire que dans ce film-là, le mauvais côtoie le sublime. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, de La Nuit des Sangsues? Bon, c'est un film qui est quand même mené, c'est un premier film mené tambour battant, donc voilà, maximum 1h40. On s'y emmerde un peu au démarrage, mais après, une fois que ça démarre, on s'y emmerde plus trop. Il y a quand même de jolis effets de mise en scène, hein. Fred Decker, il s'essaie même lors de certaines scènes à du travelling transversal. Voilà, il y a du mouvement de caméra. C'est quand même rondement mené, hein, ce film-là. J'ai envie de dire quand même, Fred, voilà, pour un premier film, chapeau quand même, hein. Tu avais mis les moyens et l'investissement. Ce qu'il faut savoir avec ce Night of the Creeps, alors comme tout truc aux États-Unis, il y a un petit culte autour, hein, voilà ce qu'il faut savoir. On s'en rend compte du coup dans le documentaire, et même moi quand j'ai communiqué un petit peu sur Instagram avec des hashtags Night of the Creeps, que aux États-Unis, voilà, ça fait partie un peu des films cultes. Pourquoi pas, c'est pas méchant, hein, Night of the Creeps, hein, mais c'est pas non plus fou. Au niveau de cette édition réalisée par Elephant Films, eh ben, on a mis les petits plats dans les grands. C'est quand même beau. Voilà, le master qui nous est donné à voir, il est super propre. La VF, elle est en 2.0, donc espèce de stéréo bricolé. Ça crépite un peu.
Voilà, la VO est nickel, donc après voilà, vous verrez. Moi, franchement, c'est quand même pas le genre de film qu'on regarde en VO, hein. Enfin ça c'est mon avis personnel. Après on a une petite présentation, alors c'est très drôle parce qu'elle était facile à faire, une petite présentation intitulée Black et Decker, voilà. Il y a que les Français qui peuvent comprendre ça, où on y parle de Shane Black et de Fred Decker. Et un joli petit documentaire produit par l'équipe, voilà, par l'équipe en charge du film, qui est assez bien emballé, comme on a pu le voir. Voilà, c'est le genre de documentaire comme on a pu voir sur l'édition de Fright Night de Vampire vous a dit Vampire. Donc c'est assez cool. Bien entendu, on y apprend des choses, mais ça reste quand même ouvertement sympathique. Voilà, tout le monde est content, etc. On s'y rend compte aussi que Jason Lively, il était moche à l'époque. Il est encore plus moche vieux, voilà. On se rend compte que Tom Atkins, il tient encore bien la route, parce que pour moi, c'est le genre d'acteur qui a été éternellement vieux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une sorte de John Carpenter en tant qu'acteur. John Carpenter, je crois, il est déjà 40 piges, il avait l'air vieux, voilà. Et Tom Atkins, c'est pareil, on a l'impression qu'il est né à l'âge de 50 ans. Et il est toujours là, fringant, et il se rappelle bien des anecdotes autour de ce film. Alors bien entendu, dans ce documentaire, il a rajouté des caisses, genre voilà, c'est mon rôle préféré. Je pense que voilà, on est dans l'acteur studio aussi, hein. Je pense qu'on l'aurait interrogé sur un autre film, et il aurait dit exactement la même chose. Donc une jolie petite édition que moi j'ai pu récupérer pour moins de 15 balles. J'ai envie de vous dire comment apprécier un film comme Night of the Creeps. Avec une pizza, voilà, et un pack de bière. Voilà, c'est comme ça que ça se consomme, Night of the Creeps. Donc une bonne bière, une pizza, seul ou entre amis. Et puis voilà quoi. Et puis il est conseillé aussi de faire autre chose quand on regarde ce film-là, c'est-à-dire de parler, de rigoler. Donc c'est vraiment un film du samedi soir. C'est pas un film culte, je le répète, c'est une jolie petite bande horrifique de l'époque, et ça nous a permis aussi de boucler ce 6e épisode de La Vérif sur un film, voilà, du coup, qui est pas un fleuron du genre, mais qui est un joli représentant. Donc c'était le 6e épisode de La Vérif, et nous, à 7ème dimension, notre créneau, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.